Dans un monde où on est bombardé de messages, de pubs, de notifications, comment on fait pour se faire entendre? C'est une bonne question. Et même plus que ça, comment on crée quelque chose qui compte vraiment, qui touche les bonnes personnes, sans avoir l'impression de devenir, je sais pas, un vendeur de tapis? C'est exactement le problème que Seth Godin attaque dans son livre « C'est ça le marketing ». Et sa réponse est assez déstabilisante. Ah oui. Il nous dit « Arrêtez de vouloir crier plus fort ». La solution, ce n'est pas d'acheter plus de pubs ou de spammer plus de monde. Non. La solution, c'est de changer complètement notre façon de voir les choses. Le marketing a évolué, mais notre cerveau, lui, est resté un peu coincé sur les vieilles méthodes. Et c'est pour ça que ce livre et notre discussion aujourd'hui, ça ne concerne pas que les directeurs marketing. Non, pas du tout. C'est pour n'importe qui avec une idée, un projet, un artiste, quelqu'un qui lance une association ou même un employé qui veut convaincre son patron. Exactement. La mission, en fait, c'est de comprendre comment on passe de cette logique d'interruption, de force, à une relation basée sur la permission et sur la confiance. C'est tout l'enjeu. Godin nous dit qu'il est temps de poser le mégaphone et de commencer à tendre l'oreille. D'accord, alors commençons par la base. Pour la plupart des gens, le mot marketing a une connotation assez négative, non? Ah oui, clairement. On pense manipulation, slogan creux, battage médiatique, pour nous faire acheter des trucs dont on n'a pas vraiment besoin. C'est la vision traditionnelle, et c'est celle que Godin démolit complètement. Pour lui, ce vieux marketing est non seulement égoïste, mais il est surtout devenu totalement inefficace. Et il propose quoi à la place? Sa nouvelle définition est radicalement différente. Le marketing, c'est un acte généreux qui consiste à aider les autres à résoudre un problème. C'est l'opportunité de servir une communauté, d'améliorer un petit bout de la culture. C'est une belle idée, un acte généreux, mais est-ce que c'est pas un peu naïf? Une entreprise, elle doit quand même vendre pour survivre. Et c'est là que ça devient puissant. Ce n'est pas de la naïveté, c'est du pragmatisme. D'accord. L'idée, c'est qu'en se concentrant d'abord sur le service, sur la résolution de problèmes pour un groupe précis, la vente devient la conséquence logique. Ce n'est plus l'objectif de départ. On inverse la formule, en fait. On inverse tout. L'objectif n'est plus de trouver des clients pour ses produits, mais de trouver des produits et des services pour ses clients. C'est son principe de la serrure et la clé, c'est ça? C'est exactement ça. Au lieu de fabriquer une clé et de courir partout en espérant trouver une porte qu'elle ouvre, on fait l'inverse. Voilà. On cherche d'abord une serrure bien spécifique, un besoin, un désir, un problème, et seulement après, on se met à fabriquer la clé parfaite. Ce qui est l'opposé de ce que font la plupart des entreprises. L'exact opposé. Elle fabrique des milliers de clés en série et ensuite dépense une fortune pour essayer de nous convaincre qu'on a la bonne porte. C'est un gaspillage monumental. L'exemple de Penguin Magic, pour illustrer ça, est parfait. De l'extérieur, on dirait juste un site qui vend des tours de magie. Oui, mais c'est bien plus que ça. Ils n'ont pas juste créé un catalogue. Ils ont commencé par observer et écouter une communauté saine, des magiciens amateurs. Et ils ont compris quoi? Que ces gens ne voulaient pas juste acheter un produit. Ils voulaient s'améliorer, appartenir à un groupe, être reconnus par leur pairs. D'accord, donc ils ont répondu à ce besoin de communauté avant même de penser à la vente. Concrètement, ça veut dire quoi chez Peli? Sur leur site, chaque tour est présenté en vidéo, mais sans révéler le secret. Ça crée une tension, une curiosité. Malin. Et ensuite, et c'est ça le plus fort, ils ont bâti un forum immense où les magiciens commentent, notent, critiquent. On parle de plus de 80 000 avis. Waouh! Laissés non pas par des anonymes, mais par d'autres passionnés. En fait, ils ont créé une place de village. Un endroit où les gens apprennent, échangent, se sentent compris. Et la vente des tours devient la suite naturelle de tout ça. Exactement. Les gens achètent parce qu'ils font confiance à la communauté, parce que Penguin Magic est devenu leur repère. Ils ont trouvé la serrure, le besoin de connexion, et la clé, c'était la communauté. C'est ce qui nous amène à une idée encore plus en contre-intuitive, je trouve. Ah oui? Le réflexe, quand on lance quelque chose, c'est de se dire « Oh, ça doit plaire au plus grand nombre. On veut toucher le grand public. » Et pour Godin, c'est l'erreur fondamentale. C'est la voie royale vers la médiocrité. C'est fort comme affirmation. Il introduit ce concept du plus petit marché viable. L'objectif n'est pas de plaire à tout le monde. Au contraire, c'est de trouver le plus petit groupe de personnes possible que l'on peut servir de manière exceptionnelle. Attends, viser le plus petit groupe, ça me semble complètement risqué. On limite sa croissance dès le départ, non? C'est contre-intuitif, je sais. Mais il le justifiait en disant que viser tout le monde nous oblige à faire des compromis. On arrondit les angles. Voilà. On enlève ce qui pourrait déplaire et on se retrouve avec un produit ou un message tiède, qui ne passionne personne. Alors qu'en se focalisant sur un tout petit groupe, on peut créer quelque chose de parfaitement adapté. Et le message résonne avec une force incroyable. Précisément.
Parce que ces 1000 personnes, si elles sont vraiment conquises, vont devenir tes meilleurs ambassadeurs. L'idée va se propager naturellement. C'est une autre façon de voir le ciblage, en fait. Oui, on ne cible plus par âge ou par revenu, mais par psychographie. On cherche des gens qui partagent une même vision du monde, qui se racontent la même histoire. L'exemple classique pour ça, c'est Starbucks et Dunkin' Donuts. Parfait exemple. Sur le papier, ils vendent la même chose, du café. Mais en réalité, ils ne sont quasiment pas en compétition. Pas du tout. Starbucks n'a jamais cherché à piquer les clients de Dunkin' et inversement. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse à des visions du monde radicalement différentes. Starbucks a obsessionnellement ciblé un groupe de personnes qui voient le café comme une expérience, un troisième lieu entre la maison et le bureau. Un symbole de statut presque? Oui, ils sont prêts à payer plus cher pour l'ambiance, le Wi-Fi, ce sentiment d'appartenance. Alors que le client de Dunkin', lui, a une autre histoire en tête. L'efficacité. La rapidité. Exactement. Je veux mon café et mon donut, vite et bien. Des deux ont réussi en choisissant délibérément un petit marché de départ et en ignorant tous les autres. Et à l'inverse, l'histoire de JCPenney est une leçon fascinante sur ce qui se passe quand on ignore ça. Au PDG, Ron Johnson, un génie qui venait d'Apple. D'accord. Et il arrive avec la vision du monde d'Apple. Design épuré, luxe accessible, prix fixe et la fin des promotions permanentes. C'est fou, c'est comme s'il avait essayé de parler une langue que ses clients ne comprenaient absolument pas. C'est exactement ça. La vision du monde de la cliente de JCPenney, c'était la chasse aux bonnes affaires. Son plaisir, son histoire, c'était de trouver le coupon de réduction, de sentir qu'elle faisait un coup. C'était un jeu. Et en lui enlevant ça, il a détruit l'histoire qu'elle se racontait. Il a essayé de lui imposer sa propre vision. Et le résultat? Un désastre absolu. Les ventes se sont effondrées de plus de 50%. Waouh. C'est une leçon brutale qui montre que le point de départ, c'est toujours de comprendre l'histoire des gens qu'on veut servir, pas de leur imposer la nôtre. Donc ce n'est pas le produit qui a échoué, mais l'histoire. Ça veut dire que les gens n'achètent pas vraiment des produits. Les caractéristiques, la qualité, ça ne compte plus. Ça compte, mais c'est secondaire. C'est le piège. On pense que les gens achètent des fonctionnalités. Mais ce que Godin montre, c'est que les gens achètent ce que ces fonctionnalités leur font ressentir. Une émotion, un statut, une connexion. Un changement. C'est ça qu'ils achètent. Il y a cette fameuse analogie de Théodore Levit sur la mèche de forage. Oui, Levit disait, les gens n'achètent pas une mèche de 5 cm, ils achètent un trou de 5 cm. La mèche n'est que le moyen, oui. Mais Godin pousse le raisonnement beaucoup plus loin. En réalité, personne ne veut un trou dans son mur. Un trou, c'est moche. Ah oui, c'est vrai. Personne ne se réveille le matin en se disant « Tiens, j'ai une envie folle d'un trou dans mon mur. Exactement. Ce que la personne veut vraiment, c'est l'étagère solidement fixée. » D'accord. Et même au-delà de ça, elle veut le sentiment de fierté, d'avoir bien fait le travail, la tranquillité d'esprit d'une pièce bien rangée, le respect de son conjoint qui admirera son bricolage. Le marketing efficace ne parle pas de la mèche, il parle de ce sentiment de paix et de fierté. Il s'adresse à nos désirs profonds, pas à l'objet. Voilà. Et pour parler à ces désirs, il faut l'histoire qui va avec. L'étude de cas de Vijay Spring en Inde est là-dessus absolument édifiante. C'est un cas d'école. Le problème est simple. Des centaines de millions de personnes ont besoin de lunettes, mais n'en ont pas. Vision Spring s'est donc attaqué à ce problème. Ils ont fabriqué de jolies lunettes, pas chères, à 2 ou 3 $, et ils sont allés les vendre dans les villages. La démarche semble parfaitement logique. Oui, sauf que ça ne marchait pas si bien que ça. Non. Ils installaient leur stand, les gens faisaient un test de vue, et à la fin, même parmi les gens qui en avaient besoin et qui avaient l'argent, seulement un tiers environ les achetait. Il y avait un blocage. Qu'est-ce qui clochait? C'est là que Godin, qui était présent, a une idée de génie. Il a changé un seul, tout petit détail. Au lieu d'étaler des dizaines de paires sur la table, il les a toutes enlevées. C'est tout? Il a juste vilé la table. Presque. Désormais, quand une personne essayait une paire et que c'était la bonne, c'était la seule paire sur la table. Une fois les lunettes sur son nez, lui permettant de voir le monde clairement, le vendeur lui disait « Voilà, ce sont vos nouvelles lunettes. Si vous n'en voulez pas, il faudra nous les rendre. » Waouh! Et ça a changé quelque chose? Le taux de vente a doublé, instantanément. C'est incroyable. Ils n'ont changé ni le produit, ni le prix, ni la cible. Ils ont changé l'histoire. On est passé d'une histoire transactionnelle, voulez-vous faire cet achat, à une histoire de transformation. C'est le principe de la version à la perte. L'histoire n'est plus voulez-vous dépenser, mais êtes-vous prêt à ce qu'on vous reprenne cette nouvelle capacité à voir, ce nouveau vous? C'est la démonstration parfaite que le marketing ne consiste pas à vendre des objets, mais à accompagner les gens dans un changement qu'ils désirent.
D'accord, tout ça est fascinant, mais si on repart de zéro avec une idée en tête, par où on commence? J'ai l'impression qu'on a complètement retourné le processus, on ne commence pas par le produit alors? Absolument pas. Le point de départ, ce sont deux questions fondamentales. La toute première, quel changement est-ce que j'essaye d'instaurer? Mhm. Qu'est-ce qui sera différent pour une personne si mon projet réussit? Et la seconde, pour qui? Qui spécifiquement est-ce que je cherche à changer? Tout part de ce pourquoi et de ce pour qui. Pas du quoi. D'accord. Et une fois qu'on a la réponse à ces deux questions, Godin propose une sorte de feuille de route, c'est ça? C'est ça, en 5 étapes, logique. Une fois que tu sais quel changement tu veux pour qui, la première étape, c'est d'inventer une chose qui en vaille la peine. Un produit, un service, une idée, qui porte cette promesse. Et qui mérite qu'on en parle. Oui, si la base est médiocre, aucune histoire ne pourra la sauver. Et logiquement, la deuxième étape, c'est de concevoir cette chose pour ce fameux plus petit marché viable. De manière obsessionnelle. Pas pour tout le monde, juste pour eux, Troisième étape, on raconte une histoire. qui est en parfaite harmonie avec leurs rêves, leur vision du monde. L'histoire ne doit pas essayer de les convaincre, elle doit faire écho à ce qu'ils croient déjà. Si on réussit ces trois étapes, la quatrième devrait suivre presque toute seule. Créer les conditions pour que la bonne parole se propage. Le bouche à oreille, ce n'est pas une tactique, c'est le résultat d'un bon marketing. C'est la conséquence. Exactement. Et enfin, la cinquième étape, souvent la plus difficile, se montrer. Être présent régulièrement, généreusement, pour organiser et guider cette tribu. Gagner la confiance sur le long terme. C'est un marathon de générosité. Ce qui boucle la boucle et nous ramène à cette idée que le marketing n'est plus une bataille pour l'attention, mais un service. Absolument. La question n'est plus comment je peux toucher le plus de monde, mais plutôt comment mon produit peut servir au mieux ce groupe de personnes. C'est tout à fait ça. La préface de l'édition française parle de se désautomatiser. J'aime beaucoup cette expression. C'est joli. Il s'agit d'arrêter de suivre les vieilles recettes et de recommencer à vraiment voir les gens qu'on a envie d'aider. C'est un changement de posture, bien plus qu'un ensemble de techniques. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion, une question qui résume bien tout ça. Le livre nous invite à réaliser que chaque interaction, chaque produit, chaque service est une occasion de changer les choses. Même un tout petit peu? Ne serait-ce qu'un tout petit peu. Alors la question à se poser est peut-être celle-ci. Si le but du marketing est de créer un changement pour le mieux, quel est le plus petit changement positif que l'on pourrait initier non pas pour le monde entier, mais juste pour ce groupe spécifique de personnes que l'on a choisi de servir?